C'est un projet européen qui fait énormément débat, surnommé par certains Chat Control. L'idée, c'est de scanner les appareils pour lutter contre la criminalité et notamment la diffusion de contenus pédopornographiques. Alors cette mission, c'est évidemment une mission extrêmement importante, sauf que la méthode, vous l'aurez compris, elle fait davantage réagir. Certains y voient un risque majeur pour la vie privée des citoyens européens, si bien qu'un certain nombre de pays européens s'y sont opposés. Alors concrètement, de quoi on parle? Pourquoi ça inquiète autant de gens? On a appris hier que le projet était pour le moment abandonné et suspendu, alors qu'il suscitait donc beaucoup de débats. Et on va donc comprendre pourquoi aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, avant de voir le reste de l'actualité. Au passage, très rapidement, 20 secondes, mais ce week-end, c'est votre dernière chance de précommander mon premier livre, Hugo Décrypte en Russie, une bande dessinée qui a pour objectif de raconter et d'analyser les ambitions impérialistes de la Russie et de Vladimir Poutine aujourd'hui. C'est donc une bande dessinée pour comprendre en fait ce qui se joue actuellement sous nos yeux. Le tout certes sous forme de bande dessinée, donc c'est un récit, mais c'est quelque chose qui a été vérifié et validé par différents historiens qui sont spécialistes du sujet pour garder quelque chose de complètement factuel. Une vérification et un travail fait avec des historiens justement aussi pour déconstruire un certain nombre de discours de propagande qui peuvent exister, y compris aujourd'hui dans les propos de Vladimir Poutine. Bref, ce week-end, c'est donc les toutes dernières heures pour pouvoir le précommander sur notre site, ce qui vous permet d'obtenir un livret qui raconte les coulisses et le making-of de cette BD. Ce sera disponible uniquement via les préventes et le lien est donc en description pour ceux qui n'ont pas suivi. Sinon, c'est bd.hugodecrypte.com. Il vous reste donc quelques heures, autrement ce sera à partir de mardi pour la version classique en quelque sorte. Ce sera disponible évidemment partout et chez toutes les librairies. Alors le projet Chat Control, qui s'appelle officiellement CSAM pour Child Sexual Abuse Material, a été présenté pour la première fois en 2022 par la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE. Et l'objectif affiché, c'est de lutter contre la prolifération massive de contenus pédocriminels en ligne. Pour bien situer l'ampleur du fléau aujourd'hui, qui est immense et qui est important, en 2022, plus de 32 millions de signalements ont été recensés dans le monde par le Centre national pour les enfants disparus et exploités aux États-Unis, et c'est près de 170 000 signalements en 2024 en France, soit une hausse de près de 12% en 10 ans. Alors l'un des principes de Chat Control qui était porté par plusieurs pays ces derniers jours, c'était d'installer un système de détection intégré directement dans les applications ou les appareils. Il scannerait donc les images et les vidéos avant leur chiffrement, donc avant que ces images ou ces vidéos ne deviennent illisibles par des tiers. Cette technologie, elle s'appelle le client-side scanning, et l'objectif donc ce serait de comparer les fichiers à des bases de données de contenu interdit. Alors dans le texte tel qu'il était formulé au départ, les messages textuels et audio n'étaient a priori pas concernés par ce scanning, ça concernait donc surtout les liens, les photos et les vidéos, mais ça fait partie des choses qui étaient encore en discussion ces derniers jours avant que ce ne soit suspendu. Alors c'est un texte qui est soutenu par différents acteurs, on pense notamment à la France et à de nombreuses organisations de protection de l'enfance, mais c'est aussi, vous l'aurez compris, un texte qui est vivement critiqué. Déjà, certains dénoncent une intrusion massive dans les communications privées. Il y a des ONG, mais aussi des entreprises comme la messagerie chiffrée Signal et plusieurs eurodéputés qui estiment que scanner les messages avant chiffrement, ça constituerait une violation disproportionnée de la vie privée par rapport donc à ce que ça pourrait permettre en termes d'avancée d'enquête. Selon eux, en fait, ça créerait un système où tous les utilisateurs seraient surveillés en permanence, même sans soupçon donc sur telle ou telle personne, un peu comme si chaque action en ligne était directement observée et enregistrée, en tout cas scannée. L'autre critique, elle concerne le risque pour la sécurité des messages chiffrés. Alors, ils n'ont pas toutes le même fonctionnement, on va pas rentrer dans les détails des fonctionnements de chiffrement des messages, mais les messageries comme WhatsApp ou encore Signal, elles utilisent chacun une à leur façon un chiffrement de bout en bout qui empêche donc la lecture des messages par des tiers, y compris donc par l'entreprise elle-même. Or, ces opposants craignent que ce mécanisme et cette forme de scanning, elle crée un point d'entrée qui pourrait être exploité potentiellement à terme par des hackers ou alors par des États malveillants, ce qui pourrait donc affaiblir la sécurité de tous les échanges, y compris donc des échanges qui sont complètement innocents. Et c'était là donc tout le débat ces derniers jours, puisque ceux qui défendaient ce texte disaient que non, il y aurait
aurait une forme de contrôle judiciaire sur tout cela, qu'il y aurait une façon de limiter un risque d'usage abusif. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose donc qui était en débat ces derniers jours. En fait, évidemment, sur ce genre de projet, le risque souvent, c'est que l'utilisation de départ soit annoncée et puis que progressivement, il y ait des formes de détournement à des fins politiques ou industrielles. L'idée, par exemple, qu'un jour, un gouvernement autoritaire puisse se saisir de ce genre de système pour identifier et surveiller des journalistes critiques, par exemple, des militants politiques ou encore des minorités. Et ça, en l'occurrence, c'est pas de la science-fiction, puisque sur des lois passées, y compris d'ailleurs en France, il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont déjà été soulevés par des organisations de défense des libertés individuelles. Il y a donc cette question de menace sur les libertés individuelles, avec tout le débat qu'on a pu exposer ici, mais il y a aussi la question de l'efficacité qui se pose. En fait, certains opposants au texte jugent que la surveillance généralisée, là ça peut en être un exemple, ça pourrait être disproportionné et détourner finalement l'attention de solutions existantes, comme par exemple le renforcement de capacités d'enquête policière ou alors des outils déjà déployés. Le risque aussi, c'est que les criminels contournent ces systèmes en utilisant d'autres applications, d'autres réseaux ou des techniques de chiffrement qui sont moins surveillées, ce qui finirait donc par entraîner une surveillance de toute la population, mais un détournement des criminels ou des pédocriminels en l'occurrence ici, qui iraient sur d'autres plateformes. Alors face à cela, les autorités européennes, elles, défendaient le projet en soulignant que la lutte contre la pédocriminalité nécessitait des outils performants. Pour le contexte, l'Europe reste un important hébergeur de contenu pédopornographique et la détection volontaire des plateformes, elle est jugée encore largement insuffisante. Alors maintenant, je vous le disais en introduction de ces actus, il y a eu un vote du Conseil de l'Union européenne qui rassemble donc les représentants des gouvernements des États membres, qui était prévu justement sur ce sujet et notamment sur cette mesure de chat control. Sauf que à la dernière minute, ça a été retiré de l'ordre du jour et ça a été repoussé à la session de décembre. Or, on a appris hier que finalement, cette mesure précise sortait du projet de loi qui était en cours de discussion. On a aussi appris que l'Allemagne s'opposait finalement à un tel projet après une mobilisation importante des citoyens en Allemagne sur le sujet. Ça aurait donc visiblement entraîné ça et entraîné une sorte de rapport de force défavorable à ceux qui défendaient cette mesure. Résultat, le projet a été abandonné, en tout cas pour le moment. Alors maintenant, dans ce projet de loi, il y a tout un tas d'autres mesures qui sont actuellement discutées, notamment l'idée de contrôler l'âge à l'installation des messageries. Ça fait donc partie des choses dont on aura l'occasion de reparler dans les prochains jours et de là aussi comprendre à chaque fois le débat sur le sujet. On aura donc l'occasion de reparler de tout ça. Je vous laisse avec Julie pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence rapidement avec la situation dans les Caraïbes où le bilan après le passage de l'ouragan Melissa s'élève désormais à près de 50 morts en Haïti et en Jamaïque. La ministre de l'Information jamaïcaine, Dana Morris Dixon, a fait état de 19 morts, dont 9 à l'ouest de l'île. Et en Haïti, au moins 30 personnes, dont 10 enfants, ont péri selon les autorités locales. 20 personnes sont toujours portées disparues. Le bilan est amené à encore évoluer ces prochains jours. L'ouragan frappe actuellement les Bermudes, mais a été rétrogradé en catégorie 1 sur 5 dans la nuit de mercredi à jeudi, selon le Centre national américain des ouragans. Deuxième actu, les Nations Unies ont annoncé ce jeudi avoir acheminé 24 000 tonnes d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier entre Israël et le Hamas. Si l'ONU constate une augmentation du volume d'aide depuis le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, cela reste insuffisant selon le directeur programme alimentaire mondial de l'ONU. Les ONG connaissent encore des difficultés à acheminer de l'aide et accusent Israël d'imposer des contraintes administratives aux humanitaires, limitant ainsi le nombre de camions humanitaires qui entrent chaque jour à Gaza. Selon Ramiz Alakbarov, coordinateur adjoint des Nations Unies pour les territoires palestiniens, les pillages d'aide par des gangs armés, qui étaient un problème fréquent dans la bande de Gaza, ont nettement diminué, facilitant ainsi la distribution. Dans le même temps, Israël a identifié les corps de Amiram Cooper et Sahar Barouch, 2 otages restitués par le Hamas. C'est ce qu'a annoncé le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Hamas a jusqu'à présent rendu 17 des 28 corps d'otages retenus à Gaza. En échange, Israël a restitué vendredi à l'hôpital Nasser de Khan Younes les corps de 30 Palestiniens, selon les déclarations de l'établissement du sud du territoire palestinien à l'agence France-Presse. À noter qu'à l'heure où l'on tourne ces actus, 5 Palestiniens auraient été tués par des tirs israéliens depuis vendredi matin dans la bande de Gaza. Ils s'ajoutent aux plus de 100 Palestiniens tués dans des bombardements israéliens selon des hôpitaux du territoire et la défense civile de Gaza. Des bombardements qui font suite à la mort d'un soldat israélien tué dans une attaque du Hamas mardi selon Israël. Troisième actu, 2 policiers travaillant au tribunal de Bobigny en région parisienne ont été placés en garde à vue et suspendus de leurs fonctions. Une femme de 26 ans les accuse de viol, des faits qui se seraient déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Au moment des faits, la victime était déférée devant le parquet de Bobigny pour des soupçons de soustraction par un parent à ses obligations légales, compromettant la santé ou l'éducation de son enfant, selon le procureur. Une enquête a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a qualifié ces actes d'extraordinairement graves et inacceptables
inacceptable et a assuré qu'en cas de confirmation des faits, des sanctions seront prises avec une fermeté totale. L'inspection générale de la police nationale, donc la police des polices en France, a été saisie de l'enquête pour viol par personne abusant de l'autorité. 4e actu, un collectif d'avocats a déposé vendredi 31 octobre une plainte contre le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Ça fait suite à sa visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé où l'ex-chef d'État est actuellement incarcéré. Selon le collectif, le comportement du ministre de la Justice a compromis, je cite, l'impartialité et l'objectivité de sa fonction de garde des Sceaux. Après la condamnation de l'ancien président de la République, Gérald Darmanin avait notamment exprimé sa tristesse et annoncé qu'il irait en prison pour voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour s'assurer de sa sécurité. Un engagement qu'il a donc tenu en se rendant à la prison de la Santé ce mercredi. Mais pour le collectif d'avocats, ces déclarations et cette visite ont constitué une prise de position dans une affaire sur laquelle le ministre a un pouvoir administratif, justifiant ainsi une plainte pour prise illégale d'intérêt. 5e actu, près de 2 enfants sur 5 âgés de 6 à 18 ans déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement selon le baromètre annuel de l'association e-enfance 3018 publié ce jeudi. L'enquête réalisée auprès de binômes parents-enfants révèle que parmi ces jeunes victimes de harcèlement ou cyberharcèlement, 35% d'entre eux le sont dès la primaire. Un chiffre en nette augmentation par rapport à l'an dernier, c'est 11 points de plus. Dans 71% des cas, ces situations de harcèlement ont lieu dans l'enceinte de l'établissement scolaire. L'étude révèle également qu'un quart des victimes ont déjà pensé au suicide ou à se faire du mal. Et ce chiffre a même tendance à monter à plus d'un tiers chez les jeunes filles. Face à ça, e-enfance appelle à renforcer la prévention dès le primaire et à mieux encadrer l'accès aux réseaux sociaux. Si vous êtes confronté au harcèlement, vous pouvez appeler le 3018, le numéro national d'aide aux victimes, pour obtenir de l'aide et des conseils. Et enfin, dernière actu, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024 en France, soit 11 victimes de plus qu'en 2023 selon le ministère de l'Intérieur. Du côté des hommes, le nombre de victimes monte à 31 contre 23 en 2023, soit 8 victimes de plus. À noter que le collectif féministe Nous Toutes avait recensé en 2024 un total de 135 féminicides, un nombre plus élevé, notamment parce que le collectif adopte une définition plus large qui inclut toutes les femmes tuées en raison de leur genre, et ce, quel que soit le contexte familial ou social, et intégrant aussi les cas non encore jugés. Et ça vient de tomber, l'Assemblée nationale vient de rejeter ce vendredi la taxe Zuckman sur les grandes fortunes. La mesure visait à instaurer un impôt de 2% sur les patrimoines dépassant 100 millions d'euros pour renforcer la justice fiscale. La mesure, inspirée des travaux de l'économiste Gabriel Zuckman, était proposée par les partis de gauche, donc le PS, la France Insoumise, les communistes et les écologistes. Pour les partisans du texte, il s'agissait d'une mesure d'équité fiscale permettant de faire contribuer davantage les plus riches et de répondre à la crise de la dette. Une version allégée de cette mesure était également proposée cette fois par le PS. Elle fixait un taux de 3% des 10 millions d'euros et excluait les entreprises familiales et innovantes, mais elle a également été rejetée. Merci beaucoup Julie pour ces actualités. Alors je le disais tout à l'heure en début de vidéo, pour précommander la BD, vous avez encore quelques heures. Rendez-vous directement sur le site bd.hugodecrypt.com, c'est très simple. Sinon je vous mets le lien directement en description. J'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient commencé à la recevoir, alors qu'en théorie les livraisons étaient prévues pour mardi, mais ça fait quand même plaisir, donc j'espère que ça vous plaira. Et merci déjà pour tous vos retours, ça fait très plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.